Bonjour. Bonjour, Stella. On se Bonjour retrouve enfin. Marie-Claire. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Il y a eu un petit problème technique, mais on a réussi à se rejoindre. Ben, écoutez, en tout cas, je m'entretiens donc. Mon nom, c'est Gérald Godette. Oui, Je je vais me souviens bien de vous. m'entretenir. On se connaît un peu, pas beaucoup, mais Oui, un peu. On a communiqué déjà un peu et oui, on a déjà fait ce genre d'exercice-là ensemble. Mais en tout cas, je suis très content, très honoré de vous retrouver. moi Euh, aussi. Je dis à ceux et à celles qui nous écoutent que je suis en compagnie de Marie-Claire Blais. On sait que Marie-Claire Blais, c'est une auteure qui est dans le paysage littéraire depuis très longtemps. On l'a tous étudié à l'école parce qu'on a lu Une saison dans la vie d'Emmanuel ou bien La Belle Bête, mais quand même, elle est quand même là depuis une soixantaine d'années en littérature, depuis un peu plus, et elle a fait un cycle il n'y a pas longtemps qui s'appelait Soif. Elle a fait paraître il y a un an ou deux un roman qui s'appelle Petite Cendre ou La Capture. Alors, il y a beaucoup à dire, beaucoup à raconter. Marie-Claire Blais, l'un de vos derniers livres qui s'appelait Une rive près de la mer, je me suis dit en voyant ce titre-là que c'est presque ce qui pourrait résumer notre rencontre après-midi, oui, après-midi, puisque vous êtes à Key West, près de la mer. Moi, je suis à Trois-Rivières, près d'un fleuve, près d'une rivière. Alors, c'est presque une réunion, une rencontre près de la mer, près d'un fleuve. Alors, Oui. ben, vous avez eu ce titre-là, mais on se retrouve aussi près de la mer dans le dernier livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et vous vivez à Key West, on sait depuis longtemps, et vous y passez beaucoup de temps. Alors, je sais qu'il y a des amis comme Pauline Michel, Hélène Dorion, Michel Tremblay peut-être, qui sont là aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si fascinant dans la mer, dans le fait de vivre près de la mer, de vivre à Key West et d'être entouré de cette faune-là? Je vous poserai la question tout banalement. Qu'est-ce qu'il y a de romanesque dans ce séjour-là, dans cette île, dans ce lieu et dans cet entourage-là? Euh, c'est une île particulière où il y a, je dirais, une grande tolérance, une grande façon généreuse de voir la vie, assez détendue. Mais il faut dire que je suis ici aux États-Unis, je veux dire, depuis très longtemps. J'ai commencé par être avec une bourse Guggenheim à Cambridge, dans Massachusetts, qui est complètement différent. Mais j'étais aussi dans une colonie d'artistes. Euh, et j'y ai vécu quand même assez longtemps, comme vous vous souvenez que j'ai connu tous les événements de la jeunesse des années 60 à traverser, les combats pour les droits civils, etc. Donc, ce pays m'a fascinée pour le combat qu'on pouvait mener comme écrivain, et le destin semblait me déposer là, même si c'était difficile pour moi. Et ensuite, plus tard, j'ai eu l'occasion de visiter des amis poètes ici à Key West. Ça, c'était dans les années 70. Et ils m'ont dit, tu devrais vivre ici avec nous, partager notre vie. À l'époque, c'était une vie extrêmement sobre. On pouvait vivre à l'hôtel pour $300 par mois. Ah oui. Je parle d'une époque qui est quand même pas si loin que ça. Mais alors bon, j'étais ici dans les années à fin des années 70, et la vie à Key West était alors extrêmement dépouillée. Elle n'était pas ce qu'elle est maintenant, avec plein de touristes. C'était plutôt un refuge pour les écrivains, les poètes, les artistes. Je suis arrivée après Truman Capote et Tennessee Williams, Elizabeth Bishop, mais il y avait quand même une grande quantité d'artistes. Malheureusement, beaucoup ont été emportés par le sida, et d'autres sont morts très jeunes. Il y avait le poète James Merrill et son compagnon David Jackson. Il y avait Alison Lurie qui vient de nous quitter. Enfin, il y avait beaucoup d'artistes ici, John Hersey. Et il y avait des artistes très, très accueillants pour un auteur comme moi. Et j'y ai trouvé quand même
un lieu de vivre très apaisant, qui donnait beaucoup de paix. Ben justement, on se dit, ainsi entouré d'artistes, on peut être à la fois stimulé et on peut être paralysé aussi, on peut être distrait. Alors on se dit, comment arrivez-vous à être assez discipliné pour écrire vos romans qui demandent quand même un souffle, là, qui demandent de la constance, qui demandent de la rigueur. Et alors comment réussissez-vous à créer ce climat personnel où vous n'êtes pas trop distraite et vous êtes à votre table de travail et vous écrivez? Euh, C'était une discipline parce que j'avais tendance à sortir la nuit. Bon, c'est important de sortir la nuit si on veut parler de la vie nocturne, Oui, particulièrement celle de Key West, qui est très riche. Mais euh, j'ai appris à être très disciplinée, très solitaire. Mais ce n'est pas dans ma nature. Mais j'ai dû l'apprendre. Et puis, dans, j'ai dû travailler avec cette discipline-là. C'était mon outil pour préserver le travail. Mais bien sûr, on est toujours tenté par l'amitié, les sorties, voir les amis. C'est ce qu'il y a de plus délicieux, n'est-ce pas? Mais en même temps, pour écrire Soif, il m'a fallu vraiment aller dans les méandres de l'île, tout connaître. Et donc, ça demande un engagement personnel aussi. Par exemple, dans le cas de Un jeune homme sans avenir, l'un des livres, euh, j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment approché les plus démunis. C'est très important. Et c'était une leçon très dure. Hein. Mais le livre reproduit cette amertume, cette souffrance, cette grande douleur des gens qui ne peuvent s'identifier nulle part, qui n'ont pas de lieu. ben, j'ai l'impression que tous ceux que vous réunissez dans vos romans, dans ces grands romans chorales, on pourrait quasiment dire que c'est ça, parce que c'est toujours des réunions, c'est toujours des gens qui se regroupent autour dans un bar ou dans la nuit, après avoir vu le bar. Alors, c'est des gens que vous réunissez dans le roman, mais des gens qui, quelque part, se rencontrent comme ça. Alors, on dirait qu'à la fois, il y a des gens qui sont désœuvrés, des gens qui sont ignorés, des gens qui sont blessés très profondément. Et c'est votre humanité fait en sorte que vous leur donnez une place, que vous les écoutez, que vous les voyez de l'intérieur. On dirait que vous avez, on sent que vous êtes à leur écoute, mais en même temps que vous êtes à l'écoute de leur destin, de leurs espoirs, de leur désolation aussi, de leur souffrance et de tout ce qu'ils portent finalement, de tout leur destin finalement. Alors on dirait que vous voulez les rassembler. Oui, peut-être aussi dans les moments de joie. Oui, Euh, euh, Par exemple, dans une réunion près de la mer, euh, à la toute fin, les morts et les vivants sont ensemble. Et c'est une réunion de joie. Euh, Ce n'est pas des fantasmes, les vivants ont l'impression que leurs morts sont avec eux, qu'ils sont revenus. Et c'est une sensation de grande joie, de grande paix. oui. Mais ceux que vous appelez, vous savez, on va parler de la nuit parce que dans le dernier roman particulièrement, mais vous avez déjà fait La nuit de l'underground, vous avez souvent décrit la nuit. Vous avez dit tantôt que vous aimiez la nuit, que vous aimiez, en tout cas, vous en avez des souvenirs si vous la fréquentez peut-être encore, je ne sais pas trop, mais vous aimez beaucoup cette atmosphère qui se passe dans les bars, qui se passe la nuit et qui se passe même quand on pense au dernier roman, à la fin de la nuit. Alors, qu'est-ce qu'elle a la nuit de si,
on pourrait dire, de si romanesque, encore une fois, je reprends mon mot, de si magique, de si importante pour ces réfugiés, pour ces rescapés, pour ces blessés, pour ces rêveurs, pour ces gens de désir aussi. Alors, pourquoi la nuit? Qu'est-ce qu'elle a la nuit pour la romancière que vous êtes et pour vos personnages, finalement? Comme vous dites, c'est le lieu des rencontres secrètes, des désirs, c'est le lieu des aveux finalement, hein, ce qu'on ne voit pas le jour, du royaume des invisibles, les gens qu'on ne voit pas le jour, les prostituées. Là. Alors, dans Petite Cendre ou La Capture, nous sommes vers cette fin de nuit qui est un peu cette nuit de notre siècle, Oui, ces nuits que nous vivons nous-mêmes, où symboliquement, où Petite Cendre se retrouve avec un policier, mais deux policiers, pour défendre un pauvre noir qui a insulté un policier blanc. Et il se retrouve dans cette situation d'héroïsme pour sauver cet homme, lui qui n'est pas un héros, qui est qui est un prostitué, qui est un jeune homme qui n'a pas de destin vraiment, il se promène, il est perdu, il est amoureux, il est seul, enfin bon, il a toute une vie, malgré tout, une vie de nuit, mais cette nuit-là, il devient un héros. Moi, je le vois comme ça, parce qu'il se met entre le policier blanc et pour protéger son ami, un vieil homme. Et ce vieil homme a insulté un policier blanc, ce qui est grave quand même. Et alors, il se met là pour le défendre, pour le sauver, puis il le sauve. C'est lui qui reçoit le poivre. Bon, il n'y a pas de tuerie, mais il y a risque de mort quand même. Et c'est tout ce dialogue de la violence et de la non-violence et qui se passe pendant ces moments où l'aube est sur le point d'apparaître. Mais ce tantôt, sont vous des parliez drames de... d'aujourd'hui. Ce sont des drames d'aujourd'hui. Le Absolument, racisme. absolument. Je ne dis pas que dans le livre, il n'est pas question que le racisme soit uniquement américain. Au contraire, c'est global. Exactement, c'est C'est universel, bien global. sûr. Et je Bien pense qu'on sûr. doit tous s'interroger. Ouais. Mais je pense à ce trio, finalement, qui est au cœur du roman. Ces trois personnages-là, le policier, Petite Cendre et le vieux Grégoire qui a insulté le policier. Le vieux Grégoire et le jeune policier, parce qu'il est presque au début de son travail de policier. Mais ce qui me frappe dans le roman, dans la construction, c'est que pendant toute la fin de la nuit, ils sont toujours les uns devant les autres. Petit homme toujours au centre, le policier jeune a toujours la main sur son revolver, le vieux Grégoire est toujours un peu blessé par... Alors, et ça revient, on pourrait dire ce scénario-là, ce trio-là présenté, il revient plusieurs fois dans le roman. On se dit, mais comme un leitmotiv, comme une obsession, jusqu'à évidemment au dénouement final, mais on se dit, entre ces moments-là, pour la romancière, pour celle qui raconte malgré tout, parce que c'est un moment très court finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le roman? Qu'est-ce que vous racontez avec les gens qui y a autour, avec ce que les gens portent? Qu'est-ce qu'il y a à part ce petit trio-là? Pour la romancière, pour celle qui pense, pour toutes les personnes qui pensent à travers ce roman-là, à travers ces romans-là. Dans ce roman-là en particulier, il y a plusieurs captifs. Oui, Il n'y a pas que ce groupe de trois. Vous vous souvenez qu'il y a aussi un policier qui est très bon, oui, qui oui, aime les qui est à chevaux, cheval. qui est très bon et qui vient sauver la jeune fille asiatique qui a été violée. Oui, Et alors, il y a je dirais, plusieurs duos, plusieurs trios, mais il y a cette relation aussi de capture émotionnelle ou émotive ou intérieure avec
Ève-Marie et son mari chercheur. Oui. Elle qui est peintre et qui ne peut pas peindre, et lui qui est tellement préoccupé par ses recherches musicales. En fait, il était en train d'étudier une épidémie et il ne peut pas penser à elle en même temps. Mais enfin, c'est ce moment de capture où ils sont en vacances l'un avec l'autre. C'est terrible, toute cette capture des uns avec les autres, dont ils essaient quand même de se délivrer dans le bonheur. Et les choses peuvent devenir de la douceur à la violence aussi, comme par exemple les deux jeunes gens qui vont nager et qui sont tellement compétitifs qu'ils se noient. Et pourtant, c'est pas ça qui était leur destin, c'est un pur accident. Mais c'est une capture soudaine. Ou bien la jeune fille asiatique qui a deux grands copains qu'elle adore, sont venus de la Californie, ils sont en vacances, sont heureux, et sous l'emprise de la drogue, elle est violée par eux, ce qui change complètement le trio. L'amour qu'il y avait, la confiance. Et puis, où naît tout à coup la question aussi du racisme. Oui. Il n'aurait pas fait ça avec une fille blanche, de Yves Lafont. Alors, ce sont des relations de capture comme nous les vivons dans la vie. On est confiant, mais on ne sait pas où on va. Mais il y a toutes sortes de captures, justement, vous l'avez bien dit, ce sont dans le fond tous des gens qui gravitent autour de ce trio premier que j'évoquais tantôt. Il y a toute une série de gens autour qui sont aussi capturés par quelque chose. On peut être capturé de bien des façons. C'est pour ça que votre sous-titre, il est bien choisi, il me semble bien choisi, parce qu'on peut être capturé par son corps, on peut être capturé par son destin, on peut être capturé par son histoire, parce que chez vos personnages, on ne peut pas oublier. Vous savez, on vit au présent, on veut ni plus ni moins être émerveillé, participer à la fête, mais d'un autre côté, il y a des choses dont on ne peut pas échapper. Petite Cendre, d'abord, il le dit, il veut échapper, vous le dites, il veut échapper à sa condition. Alors, on veut tout le temps échapper à sa condition. Alors, il y a différentes captures et ils sont tous, c'est que dans le fond, c'est l'humain qui est toujours capturé, qui est toujours captif. Oui, il fait sa propre captivité. Mais dans le cas de Petit Cendre, je crois que là, il connaît un moment de haute dignité, très belle dignité, il élève son destin au-dessus de ce qu'il était, parce que sauver un homme, c'est beaucoup. Oui. Et dans le cas, par exemple, du couple des jeunes noyés, le départ était de ne pas être capturé, au contraire, c'était le départ dans l'océan, on s'en va, on gagne une course. C'était pas la mort. Oui. Et il y a dans ce livre des jeunes gens qui ne sont pas capturés par rien, qui sont très libres. Le jeune serveur qui parle à Ève-Marie et qui lui dit « Vous êtes une jolie dame, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne comprend rien à son désarroi. Et venez prendre un verre avec moi, je vous offre le champagne. Il y a des êtres qui sont comme la musique de Mozart qui échappent comme par miracle, ils échappent à cette tragédie. Parce qu'il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui semblent être libres, justement. Il y a l'enfant, par exemple, qui est porteur d'une certaine innocence, d'une certaine naïveté, qui vient tout à coup. Tous ces personnages-là viennent comme ajouter un baume, en tout cas faire un baume à l'âme. Ils sont comme des diamants pour l'âme. Il me semble que vous dites un grain de diamant à l'âme. Je pense que vous dites quelque chose comme ça. Alors, il y a effectivement des personnages comme ça parce que l'innocence ou le sens de la magie
il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont plus, il y en a qui l'ont un peu moins, mais d'un autre côté, il y a comme, en étant près de la mer, en étant dans ce lieu paradisiaque, bien entendu, jusqu'à un certain point, dans ce lieu où on quitte un peu son université, on quitte son milieu traditionnel, son travail, eh bien, on vient pour se ressourcer, on vient pour retrouver une espèce d'innocence. Il y a ce rêve-là de ben, l'innocence qui est forcément, qui va être perdue, mais, et vous avez raconté tantôt. Alors, il y a ce rêve, il y a cette innocence-là, dans le fond, qu'on veut retrouver. Oui, comme retrouver une spontanéité naturelle, retrouver son corps à cause de l'eau, du soleil, euh, se retrouver intact. C'est un peu le rêve d'Ève-Marie, mais euh, elle, elle ne va songer qu'à son destin pourtant. Je veux dire, même quand elle quitte son mari pour avoir une promenade toute seule, elle va penser, mais j'aurais dû être peintre, mes filles ont raison, j'ai abandonné mon art pour m'occuper de mon mari, et en fait, c'est pas sa faute à lui, c'est ma faute à moi. Et elle reprend son destin à partir de d'autres destins de femmes qui Oui, ont abandonné leur art. Et je pense que quand elle retrouvera son art, elle ne sera plus capturée, captive. Et je pense aussi, vous parlez du moment du soleil, du moment du cristal de la joie, la petite fille qui est très importante pour moi, qui vit avec son père vétéran, oui, qu'elle promène dans son fauteuil roulant tous les jours, qu'elle amène à la mer pour le guérir. oui, Et, exactement. et cette petite fille, elle, cette innocence perdue, euh, parce qu'elle est déjà perdue, l'innocence, parce qu'elle voit la souffrance. C'est Absolument. elle est témoin de la souffrance de son père. Pourtant, elle est là pour la guérir, comme il Oui. lui dit souvent. Oui. Mais ce qui la guérit, et dans le fond, c'est dans tout le roman aussi, puis dans beaucoup d'autres de vos romans, ce qui guérit, c'est quand même ce qu'offre la mer, ce qu'offre l'océan, parce que là, il y a les vagues, parce que là, il y a l'infini, évidemment. Et il y a, entre autres, quelqu'un qui est une femme libre, qui est navigatrice et qui, justement, s'assume pleinement et qui devient comme une héroïne, justement, qui va servir à Ève-Marie. Parce qu'Ève-Marie, ce qu'elle a perdu aussi dans sa captivité, c'est aussi le désir. Alors, tout à coup, elle voit cette femme-là, on voit cette femme-là, et on voit l'océan, on voit les vagues, on entend la rumeur, on entend les sons, on voit les nageurs, c'est un peu ça. Alors, c'est que l'océan est bon, qui est le décor, qui est tout proche. Évidemment, la mer, elle est une invitation justement à une résurrection. Hein, et d'ailleurs, c'est un mot que vous utilisez. Oui, il faut que chacun d'entre eux puisse ressusciter, puisse se refaire. Oh oui, il y a un personnage qui, lui, vit de la beauté du monde, c'est le jeune homme obèse. Oui, oui, On ne parle jamais des gens qui souffrent d'obésité. Et c'est une catastrophe. Je veux dire, ce n'est pas leur faute. Et là, ce jeune homme qui se voit comme une créature horrible, il change. Lui aussi change. oui, Il parce qu'il change se par sent à un rapport moment à la donné lumière. léger. À un moment donné, il se sent léger parce qu'il est toujours captif du regard des autres, on se moque de lui d'ailleurs, il est victime de mépris, il est victime d'insultes, il est humilié, évidemment, comme les Noirs peuvent l'être humiliés, comme certains réprouvés peuvent l'être, alors il l'est, mais à un moment donné, curieusement, il se sent plus léger. Oui, Il ne sent plus la faim, comme vous savez, dans tous les sens du terme, il ne sent plus la faim, il ne sent plus le besoin comme ça de s'empiffrer, de grossir encore. Là, tout à coup, il se sent lui aussi, le regard change, il se sent plus léger. Alors, oui, vous savez, on rêve de danse, on rêve de chant,
on rêve de légèreté, on rêve de désir, on rêve d'innocence. Dans le fond, ce personnage-là, il renvoie à tous ces désirs-là qui sont fondamentaux dans votre univers. Ben, je pense que c'est un personnage banal, mais il devient très profond. Oui, Son regard sur le monde est très juste et il a souffert des événements quand il était un enfant, un bébé, mais il a vu la destruction de son monde oui, et il a vu la guerre, il a vu la destruction de son monde et il ne peut pas s'en réchapper. C'est comme si sa chair était enveloppée de couverture de honte, qui est devenue la chair abondante, la chair hypothéquée qu'il a. Et je pense aussi que comme il peut pas danser avec une fille, il se sent trop gros, etc., il, il admire les corps, oui. il admire le mouvement, il admire la légèreté. Et euh, il recherche, quand il voit les deux garçons qui vont nager, c'est une partie de lui-même dont il rêve. Savoir nager comme ça, savoir être compétitif, être insolent. Euh, toute sa chair est brisée par le poids d'un passé qu'il porte. Et il va être très chagriné quand les deux corps, évidemment, sont perdus, parce que les deux jeunes se sont noyés, effectivement. Alors, il va vous le raconter, ça aussi. Ça va être une perte énorme. Ben, il va avoir eu ces modèles-là, dans le fond, de légèreté, d'aisance, d'arrogance et de beauté, évidemment. Il va l'avoir vu et ça va lui avoir donné de l'espoir. Mais de l'autre Oui, côté, il porte le chagrin de cette perte-là parce qu'ils sont morts. Le chagrin, il revient vous revenez souvent la peine qu'il a justement devant cette perte-là, devant cette mort-là, un peu par bravade, parce que c'est des jeunes qui c'est se un lançaient des jeu, défis, qui voulaient c'est un aller jeu. loin, bon, l'exubérance de la jeunesse, je ne sais pas trop, alors qu'ils sont allés vers leur mort, évidemment. Oui, mais comme font beaucoup de jeunes gens, Oui, avec le même sens périlleux. Le groupe des deux autres garçons qui violent leur jeune ami asiatique, oriental, euh, eux-mêmes vont regretter. L'un des deux va beaucoup regretter son action parce que c'est sûr, oui, il devient conscient pour la première fois de sa vie du racisme et de son propre racisme, et aussi qu'il a été perdu par un ami qui est injuste, qui est méchant, qui est damné, son ami l'a trahi. oui. Il a trahi l'amitié, il a trahi parce qu'il y avait une affection profonde. Ce trio-là formait un groupe d'amis depuis très longtemps. Et effectivement, à cause de circonstances, évidemment, là, il y a quelque chose qui a dépassé, qui a été incontrôlable. C'est effectivement, mais il y a un de vos romans précédents qui portait le titre de Destruction, qui allait vers la destruction. Je ne sais plus quel est votre titre, je l'ai noté quelque part, mais en tout cas, Augustino, je pense, Augustino est, le cœur, oui. oui, alors on dirait que quelque part, malgré toute cette beauté-là, vous savez, bon, vers laquelle on va, on dirait qu'il y a quand même beaucoup chez vous de personnages, peut-être parce que vous les choisissez jeunes, peut-être parce que vous les voyez comme étant des représentants d'un certain destin. On dirait tout le temps qu'ils s'en vont vers leur destruction. On dirait qu'ils sont attirés par ce qui va les détruire. Est-ce que, pourquoi, je ne sais pas si mon intuition est juste, que c'est assez fréquent, que ça fait partie de votre vision du monde, ou en tout cas qu'il y a des personnages qui représentent cette partie de la vision du monde qu'on peut avoir, très important, que l'humain, dans le fond, est attiré par ce qui va le détruire. Il peut l'être attiré, mais il n'a pas Oui. à le subir. Je veux Non, dire, il n'a pas, par exemple, dans le cas d'Augustino, Augustino est très pessimiste, mais il survit oui, et il devient un écrivain.
oui, Bon, son pessimisme, c'est quand il a 20 ans, mais enfin, c'est pour un autre livre. Et c'est quelqu'un qui va devenir plutôt un humaniste. oui. C'est pas, il va pas aller vers la destruction comme les deux nageurs. Au contraire, il va sauver les nageurs et être aller travailler en Inde. C'est pas du tout. Il veut reconstruire. Il y en a beaucoup qui veulent reconstruire. Parce qu'il y a une bataille, on lutte chez vous. C'est-à-dire que les personnages, souvent, bon, peut-être qu'il y a un destin, peut-être qu'il y a une histoire un peu difficile à porter, mais d'un autre côté, les gens luttent. On a à lutter dans la vie, on a à lutter pour arriver, pour sortir de cette, on pourrait dire, de cette loi de la destruction, de cette loi qui rend la destruction séduisante. Alors, on dirait qu'il y a une lutte continuellement. Il faut lutter avec la vie. Oui, il faut lutter. Mais dans les 10 livres, 11 livres de Soif, il y a quand cette lutte dont vous parlez qui est très vraie, mais il y a aussi assez d'espoir. Je veux dire, par exemple, Renata, Oui, au début du livre, n'est pas la même qu'à la fin. oui, Dans le premier livre, dans Soif. Elle a beaucoup changé. Elle a changé d'abord le, le, côté bourgeois est comme tombé et elle est devenue plus profonde et elle est passée par le désir, la passion, la destruction aussi de soi, souvent, parce qu'elle fait tout ce qu'elle veut. Mais ça coûte cher. Le ça prix coûte d'une cher. liberté, le prix de la liberté d'une femme est cher. Donc, elle se reprend et elle voit ce qu'elle peut faire de mieux. Bon, du moins, elle est capable d'arrêter sa passion de fumer, qui est quand même, pour elle, très significative. C'est la vie ou la mort. Oui. Et elle est capable aussi de mieux comprendre beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de... Elle est profonde, elle devient... Et on pourrait dire la même chose de Mère, qui au début de Soif, par exemple, est assez bourgeoise, vraiment, bon, elle critique ses enfants, et elle a une pensée bourgeoise et lourde. Mais par contre, elle a un côté aussi très, très ouvert à la musique, à l'autre, parce qu'elle accueille chez elle des réfugiés. Donc, elle apprend parmi eux, elle apprend parmi ses enfants. Et elle change beaucoup. Au cours des 10 livres, elle change beaucoup. Ce n'est plus la même personne qu'on voit au début. Vers la fin de sa vie, ce n'est plus la même. Mais il y en a qui ne changent pas. Vous avez utilisé une expression que j'aime beaucoup, très lourde de sens. Vous avez dit ça coûte cher la liberté. Mais vous avez ajouté pour une femme, mais vous parliez Parce de que Renata à ce moment-là. Renata est une femme. Vous parlez de Renata, mais puisqu'il y a beaucoup, parce que souvent ce que vous racontez, c'est des changements justement et des volontés de changement aussi, on dirait que c'est général. Ça coûte cher arriver à sa légèreté, arriver à son désir, arriver à sa liberté, arriver à ses rêves finalement. On dirait que ça coûte toujours cher. Le plus souvent, ça coûte cher. Oui, et aussi, il y a beaucoup d'artistes dans les livres, dans ces livres-là, qui ont des débuts très difficiles et qui, tout à coup, je pense à Harry qui est sculpteur, ou aux jeunes musiciens prodiges. Bon, et il y a des moments de lutte terribles, et puis l'harmonie se fait avec son art. Mais ça coûte cher aussi. Alors, Oui. et parce que pour eux, leur art devient leur militantisme. Est-ce que ça Dans coûte le cas cher de pour Harry, vous, pour Marie-Claire Blais? Est-ce que ça coûte cher pour Marie-Claire Blais être romancière, pour
écrire 300 pages sur ces destins-là, par exemple, 300 pages, mais il y en a plus parce qu'il y a 10, il y a 12, il y a 15 romans. Est-ce que ça coûte cher à une romancière de travailler avec ces destins-là et pour en arriver au cœur de leur histoire? Oui, mais c'est fascinant en même temps. C'est Il y a c'est c'est merveilleux de rencontrer des êtres humains qu'on aime et Oui, qu'on veut décrire. Et il y en a d'autres qu'on n'aime pas, comme le policier blanc, mais je veux dire, même si on ne l'aime pas, il faut chercher la cause. Par exemple, lui-même ne se voit pas comme un raciste. oui, c'est sûr. Et alors, il fait toute l'histoire du Oui. pauvre blanc d'Amérique. Et ce blanc, pour lui, est aussi gravement humilié que Grégoire. Alors, il recommence toute une histoire qui est self-defense, hein, qui est vraiment, je me défends, moi, je fais mon procès, mais en même temps, il n'est pas Marie-Claire, complètement mauvais. Il n'est pas complètement mauvais. Marie-Claire, pourriez-vous vous tasser juste un petit peu vers la gauche ou vers la droite parce que là, il y a la lampe ou vers la droite ou vers la gauche un peu plus. Bon, c'est ça pour qu'on voit votre visage un peu plus, votre beau visage. Là, il faut, là on est dans vous êtes dans la lumière tout de même. Alors, c'est ça. Alors, ben, je vous disais, donc, qu'est-ce qui, ben, évidemment, vos romans sont toujours parsemés de nombreux personnages. Bon, question bien banale, on se dit, comment vous faites-vous comme romancière pour ne pas vous perdre? Je sais que dans l'un des livres, je pense que c'est dans C'était l'Union près de la mer, vous écrivez, qui devait être le dernier tome de la série Soif. Vous nommez tous les personnages, à la fin, il y a un lexique où là, vous racontez. Mais je dis, comment la romancière que vous êtes peut-elle ne pas se perdre dans cet ensemble de personnages-là qui parsèment vos romans Euh, ou votre c'est pas, roman? c'est pas trop difficile parce que je vis avec eux. Ah, Je veux dire, c'est comme une famille, hein, je vis avec eux. Parfois, quand on décrit des personnages diaboliques, c'est plus dur. On est hanté, comme dans une réunion près de la mer. Mais, ou des personnages historiques terrifiants qui ont fait beaucoup de mal. Mais en fait, c'est naturel de vivre avec eux tous, puisque c'est la vie de l'écrivain, comme vous oui. savez. Ben, quand on vous lit, Marie-Claire, quand on vous lit, euh, évidemment, on est emporté par une longue phrase, par un long propos. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'obsession, qui est quelque chose de l'envoûtement. Est-ce que quand vous écrivez, est-ce que c'est de cet ordre-là aussi, une espèce d'envoûtement qui fait qu'une phrase en amène une autre, un personnage en amène un autre, en tout cas qu'il y a quelque chose, on a l'impression que c'est une longue vague, que c'est une longue, où c'est des vagues qui partent et qui reviennent, mais il y a un long souffle, en tout cas il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'obsession. Est-ce que vous, comme écrivain, on le vit aussi comme ça? Euh, Évidemment, l'idée, c'est de mettre dans euh, dans la phrase musicale, si possible, euh, toute la façon dont nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire nous avons en général une pensée très accélérée dans notre vie moderne, hein, une pensée très accélérée qui retient 1000 images à la fois et qui retient les sons, je veux dire, nous sommes incapables d'éliminer tout ce que nous entendons. Ça rentre et ça reste là dans nos mémoires. Et j'ai un peu l'impression, quand j'écris, d'essayer de rester avec cette sorte de rythme fou, hallucinant, disons, obsédé peut-être, obsessif, mais qui est en réalité le fleuve de notre esprit, le fleuve de nos pensées, qui vont à droite, à gauche et qui, en même temps, ont toujours une forme d'unité, puisque nous ne pourrions pas survivre autrement, je crois. Mais cette manière d'écrire, Marie-Claire,
vous permettez que je vous appelle Marie-Claire. Et Marie-Claire, oui, puisqu'on s'écrit comme ça et on s'appelle par nos petits noms. Alors, Marie-Claire, euh, vous reconnaîtrez que, vous savez, après, disons, Le Loup, Les Nuits de l'Underground, vous écriviez pas tout à fait la même façon. Votre phrase n'était pas la même. Le roman que vous écriviez n'était pas tout à fait la même. Là, avec ça, avec ce type-là que vous avez entrepris, entre autres avec Soif, mais vous aviez commencé ça un peu avant, la phrase, elle est différente. Qu'est-ce qui avait, comment vous représentez-vous votre façon d'écrire, on pourrait dire, avant, disons, dans Le Loup, Les Nuits de l'Underground ou même Vision d'Anna, ou Le Jour dans la ville, je ne sais pas. Il y a une façon différente, en tout cas, qui est marquée par Soif et par bon, tous les romans qui ont suivi. Mais je pense que ça commence déjà un peu dans Le Sourd dans la ville. Ça Oui, commence un peu la large phrase contenant beaucoup de choses. Avec Soif, c'est peut-être que je, je voyais tellement de choses en même temps. Il y avait tellement de choses que je voulais dire en même temps. Et aussi, on entre dans un paysage très coloré, euh, oui, très, très coloré, où, avec des parfums, avec une musique qui est celle de l'océan, bien sûr, mais aussi une musique qui est celle des Noirs. Et je voulais remettre tout cela ensemble. Évidemment, c'est très difficile, mais c'est venu naturellement, hein, juste à force en écrivant Soif, que je voulais tellement tout inclure. Et il faut dire que cette coloration nouvelle, le choc des sons, des, un peu le choc de toutes ces couleurs, de toutes ces voix faisait que ça attirait il fallait pour moi que ce soit attirant, envoûtant et chanteur et lyrique oui, et long, évanescent. oui. Et, mais on se demande qu'est-ce que vous attendez dans le fond de la littérature? On en parle peut-être un petit peu depuis tantôt, mais dans le fond, en écrivant. Parce que vous avez été déjoué un peu par vous-même, parce que je me rappelle qu'à un moment donné, vous parliez de votre trilogie américaine. Oui, Il y a eu 10 livres. Puis je pense que celui qui s'est ajouté, la petite cendre ou la capture, c'est un autre tome dans le fond, d'un autre chapitre de la grande série Soif, parce qu'on retrouve on retrouve des personnages, on retrouve des atmosphères et tout ça, et un peu des ambiances aussi et des rêves. Alors finalement, on dit que comme vous êtes bombardé, on pourrait dire, par toutes ces informations-là dont vous venez de parler, puis que vous voulez écrire en même temps, ça ne pourra jamais s'arrêter finalement. On se dit, et alors, ma question, mille fois posée, que j'ai envie de vous poser maintenant dans le cadre de cette conversation-là, c'est qu'est-ce que vous attendez de la littérature? Quand vous allez au bout du roman, qu'est-ce que vous espérez avoir donné? Qu'est-ce que vous espérez atteindre? bien sûr qu'on espère toujours communiquer, hein. Oui, On espère toujours communiquer, mais la communication par littérature, elle est lente. Et, mais c'est là l'espoir, c'est de communiquer. Euh, mais je pense que quand Anne Hébert écrivait Les Chambres de bois, elle devait espérer communiquer, mais la communication n'a pas été facile. Donc, ou André Langevin, avec une écriture tellement belle, euh, on n'a pas su être apprécié à sa juste valeur. Et alors, c'est comme ça l'écrivain, je crois. On espère communiquer, on espère témoigner, communiquer, mais on ne sait pas avec qui. Mais on a des surprises quand même. Et puis souvent, on, on a parlé à des êtres que l'on ne voyait pas. oui, oui. Puis vous m'avez déjà confié que si vous vous intéressiez, par exemple, aux gens des bars ou ce qui se passait la nuit, c'est qu'on racontait là, des fois, et on voyait là
des choses que l'on ne voyait pas, on se racontait des choses qu'on ne raconterait pas ailleurs. Alors, il y a comme ce moment d'exception-là que vous voulez, dans le fond, atteindre et rejoindre, et toujours, parce que, vous savez, dans cette nuit, par exemple, dans le livre Petite Cendre ou la capture, on est à la fin de la nuit, c'est qu'il y a quelque chose de très bref qui veut se vivre, qui veut vivre, qui veut vibrer, qui se vit comme un feu finalement, comme une flamme. Alors, quelque chose qui veut vibrer finalement. Il y a quelque chose qui veut. Alors, il y a on dirait qu'il y a cette fulgurance de vivre que vous voulez toujours atteindre, nommer et représenter, en tout cas dans des personnages qui le portent différemment. Oui, vous avez raison, c'est bien dit, la, la fulgurance de vivre, parce que c'est une fulgurance, hein, et peut-être qu'elle est plus incendiée la nuit. C'est sûr que les gens qui travaillent dans le spectacle la nuit, qui sont des travestis, ce sont, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, ce sont des gens secrets, des personnes secrètes qu'on ne connaît pas. On ne sait pas parce qu'on ne les voit pas le jour. Ce sont des vrais... c'est un autre monde. Et dans cet autre monde, tout éclate. Oui, mais c'est ça, dans ce livre-là, dans le dernier livre, mais avant, ça fait longtemps que vous parlez de ces personnages-là, c'est cette façon de tout faire éclater, dans le fond, qui est intéressant avec ce type de personnage-là, parce que dans Petite Cendre, il y a des transsexuels, il y a des drag queens, il y a des travestis, il y a toutes sortes de monde, là, il y a des artistes, bien entendu, mais il y a ces personnages de la nuit qui vivent de la nuit, mais qui vivent du spectacle aussi de la nuit. Alors, qu'est-ce qui, s'ils sont représentatifs de votre vision du monde, on pourrait dire, c'est qu'ils portent justement ce côté éclaté, ce rêve de tout faire sauter, de changer de peau presque. Mais si on est en travesti, dans le fond, on change de peau, on change de sexe, on change de personnalité. Il y a ce rêve-là de changer radicalement. Oui, mais en même temps, c'est un rêve de liberté, c'est un Oui. rêve d'être hors de toute capture, hein, puisque ce sujet de la captivité est sérieux pour les êtres humains. C'est vraiment la grande question de vivre. Est-ce que je suis captif? Est-ce que je suis libre? Et je pense que pour eux, c'est tombé aussi dans le champ de l'imaginaire. Ils deviennent autres. Oui. Alors, Marie-Claire Blais, il faudrait terminer ça. On a déjà dépassé de toute façon notre temps. Il y a un petit peu un décalage. Bon, écoutez, on a ces permissions-là parce qu'on a des difficultés à se connecter mais quand même, on sort comme une chance qu'on sort. On a pu se rejoindre et on a pu avoir cette conversation-là. Je vous pose une dernière question. Ben, on va m'en permettre deux. Écoutez, là, on vient de parler à la femme qui a 60 ans, plus de 60 ans de publication. Euh, Est-ce que vous vous doutiez en 59, quand vous avez publié La Belle Bête, que, que dans le fond, vous portiez ce destin ou cette vocation d'écrivain? Parce que c'est une vocation, vous avez tenu le coup, vous avez publié. Est-ce que vous aviez en tête, parce que vous aviez 20 ans, vous étiez toute jeune, est-ce qu'à 15 ans, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves d'adolescente et de vos rêves, des rêves que vous aviez à ce moment-là? Est-ce que c'était aussi décidé? Ah oui, c'était très décidé depuis l'âge de 12 ans. Oui, 12 Oui, ans. mais j'écrivais déjà beaucoup, mais c'était décidé, mais je ne voyais pas l'ampleur des difficultés, évidemment. C'était déjà décidé. Puis, écoutez, on lit tout le temps que vous avez été encouragé par le père Georges-Henri Lévesque et par Jeanne Lapointe. Je n'ai pas connu le père Georges-Henri, mais j'ai connu Jeanne Lapointe parce que j'ai étudié à l'Université Laval et elle était à la fin de sa carrière quand je l'ai rencontrée, quand j'ai pu la voir comme professeur. Alors, de quelle manière, j'ai envie de vous poser aussi cette question-là, je ramène vers le passé, de quelle manière Jeanne Lapointe a pu être importante pour vous?
tous les deux, le père l'évêque et Jeanne Lapointe le professeur Jeanne Lapointe, ont été extrêmement généreux et ouverts. C'est une période de noirceur, hein, de noirceur catholique. Mais il y avait des êtres exceptionnels, il y en a souvent, hein, dans des périodes de grande nuit comme ça, de ténèbres profondes. Mais Jeanne Lapointe était extrêmement novatrice et elle a compris, elle m'a encouragé beaucoup. C'était un esprit très vaste et elle m'a appris beaucoup. Elle m'a fait travailler. Oui. Bon, écoutez, j'aimerais beaucoup qu'on en parle encore, mais il faut terminer. Je vous pose une dernière question que je pose à tous les écrivains. J'aimerais savoir comment vous répondriez. Pourquoi écrire encore et toujours? Pourquoi écrire encore et toujours? Pourquoi? J'ai l'impression que vous allez avoir un 12e, un 13e, un 15e chapitre de la série Schwab encore. Mais pourquoi écrire encore et toujours? Bien sûr, nous passons tous en ce moment par une période de confinement qui nous est pénible, hein. Mais pour certains écrivains, ça a été prolifique. Mais nous pensons aux autres, et puis c'est très dur. Cette épidémie a tué plein d'innocents. Alors, c'est vraiment, nous sommes à la fois déchirés et politiquement et humainement. Nous n'avons jamais été aussi déchirés, hein. Et pourtant, il faut écrire. Il faut écrire quand même. C'est difficile en ce moment, pour chacun. Oui. C'est difficile pour vous d'écrire? Pas difficile pour moi d'écrire, mais les réflexions, nous avons des réflexions douloureuses par rapport à l'avenir. Mais il faut les maîtriser et rester quand même dans l'espoir. Nous sommes des êtres humains qui avons traversé tant de choses. Eh bien, Claire Blais, c'est parce que nous avons eu beaucoup d'espoir que nous avons tenté de toutes nos forces de vous rejoindre et d'avoir malgré Merci tout cette encore. conversation-là. Merci Gérard, c'est Alors, vraiment gentil. Alors, écoutez, j'étais vraiment désolé quand je suis arrivé chez moi et que je voyais que vous aviez tenté, qu'on ne pouvait pas se rejoindre. En tout cas, j'ai vu qu'on a pu finalement et on a pu arranger tout ça. Alors, écoutez, c'est une réunion. Moi, j'étais à Trois-Rivières, comme je vous dis. Je suis à Trois-Rivières, près de mon fleuve, près de la rivière. Vous, vous êtes près de Key West. C'est une réunion, bon, en Amérique. C'est une Oui, réunion près de nos courants d'eau, de nos cours d'eau respectifs, mais on a dépassé en tout cas l'éclatement et les difficultés des communications. Et vous avez été très merci. généreuse. Merci beaucoup, Merci encore, c'est Marie-Claire. vous qui avez été généreux. Merci encore, C'est une belle Gérard. conversation. Merci beaucoup. À C'est un bientôt. plaisir. Alors, je vous rappelle que je m'entretenais avec la romancière Marie-Claire Blais. C'est parce que nous sommes en plein salon du livre de Trois-Rivières. Il y a un petit décalage, bon, mais nous avons eu cette conversation-là et je pense que vous avez, comme moi, pu apprécier grandement notre échange. Alors, merci. Au revoir, Marie-Claire. Au revoir, Gérard. Merci.